Bonjour à tous. Nous allons parler des espions et des agents secrets au temps de Louis XV. Juste avant de commencer, l'image que vous voyez en fond est une image assez rare puisqu'il s'agit d'une table de codage. Et donc là, vous avez les équivalences entre les noms des lieux et les noms des personnages et un numéro qui correspond. Et il faut 2 tables de codage pour être capable de comprendre le message secret. Voilà, donc c'est un document assez rare, une table de codage, puisque la plupart du temps, elles sont détruites, en fait, on ne les garde pas. Alors, pour commencer, voilà. J'aimerais commencer par cette citation de l'historien italien Paolo Preto, qui dit dans son ouvrage sur les espions vénitiens, « L'espionnage est le second plus vieux métier du monde, avec encore moins de principes moraux que le premier ». Alors évidemment, c'est une citation qui n'est pas seulement amusante, elle est aussi révélatrice de la fonction de l'espionnage et de la façon dont on l'a toujours perçu. Mais revenons plus particulièrement au XVIIIe siècle et en septembre 1735. À cette époque-là, vous avez le maréchal de Broglie qui traverse avec son armée la Lombardie autrichienne. Alors, il a connu une série de succès militaires et il décide de dresser son camp au bord de la rivière que vous avez à droite, la rivière Secchia. Et aux yeux des Français, c'est un lieu bucolique, calme, sûr, qui ne nécessite pas une surveillance importante. Pourtant, au petit matin, plusieurs milliers de soldats autrichiens attaquent par surprise les soldats français endormis. Broglie lui-même est installé dans une maison à proximité, il est brutalement réveillé, il est obligé de se sauver par la fenêtre, vêtu d'une simple chemise de nuit. Alors, cette déconvenue n'a pas d'effet stratégique réel, mais c'est une aventure déshonorante et qui va entacher assez longuement le maréchal. Il devient le héros malheureux de chansons moqueuses et il y gagne d'ailleurs le surnom de général culotte. Alors, quelques années plus tard, Broglie est à nouveau surpris dans des circonstances similaires en terre allemande. Et là, vous avez un commissaire de police qui écrit dans son journal « Monsieur le maréchal de Broglie est très blâmé dans le public de n'être informé de la marche de l'armée ennemie, qui était à 22 lieues, que lorsqu'elle arrive dans son camp. Et en effet, un général qui a le principal commandement d'une armée doit à toute heure savoir avec certitude des nouvelles, des mouvements de l'armée qui lui est opposée. » Bon, la cause est donc entendue. Dans l'opinion commune du XVIIIe siècle, un officier compétent se doit d'avoir de bons espions. Et si les contemporains s'accordent pour reconnaître l'importance des espions dans la marche de la guerre, il n'en est pas de même pour les historiens, notamment français, qui ont longtemps négligé ce thème, et en particulier cette époque, l'époque des Lumières. La production historique autour du sujet de l'espionnage est en fait très fournie pour le XIXe siècle, c'est l'époque de l'affaire Dreyfus, le XXe siècle, avec une prédilection pour la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. Donc en fait, une fois qu'on applique tous ces filtres-là, on se rend compte qu'il existe très peu d'études hors de cette période, et en particulier pour le règne de Louis XV. Alors la difficulté du règne de Louis XV, c'est que c'est une période qui est écrasée entre 2 géants. Vous avez le roi Soleil en amont et vous avez la Révolution française en aval. Et donc ce règne est un règne qui a du mal à exister pour lui-même et qui se résume souvent à des impressions fugaces qui associent les écrits des philosophes, les dentelles, les poudres, des meubles, la marqueterie, voire les frasques d'une époque supposée libertine. Et s'il y a bien une chose qu'on n'associe jamais à cette époque, c'est la guerre. Or, c'est un siècle très guerrier. On tend à l'oublier, la période de Louis XV est une période particulièrement belliqueuse. Alors, pas autant que celle de son aïeul, mais tout de même. Sur 60 ans de règne de Louis XV, on connaît la guerre pendant 20 ans, c'est-à-dire un tiers du règne. Et si l'on prend que les années du milieu du siècle, c'est des conflits quasiment ininterrompus. Je vous ai mis les 2 grandes périodes, on va le voir, guerre de succession d'Autriche, guerre de 7 ans, mais si l'on regarde entre, vous avez des événements guerriers en fait, des événements guerriers et des événements diplomatiques qui préparent finalement la guerre suivante, quoi. Alors, de 1740 à 1763, l'Europe va connaître 2 guerres majeures. La première dure 8 ans, la guerre de succession d'Autriche, et la seconde 7 ans, d'où le nom de guerre de 7 ans, elle est facile à retenir, elle, avec entre les deux une trêve qui est une trêve armée en fait. 2 guerres qui s'enchaînent mais avec des objectifs très différents et des fonctionnements très différents.
La première, guerre de succession d'Autriche, c'est du classique. C'est une grande guerre de succession, un peu dans la tradition des grandes guerres de succession du 1er XVIIIe siècle, avec des intérêts dynastiques, des appétits territoriaux, qui constituent des enjeux principaux, quoi. Mais à partir de 1756, la guerre change complètement de nature. Et là, on se retrouve avec une guerre très étendue qui se déroule selon des intérêts coloniaux, commerciaux et maritimes. Là, nulle question de succession, ou de problèmes dynastiques, mais des enjeux clairement nouveaux d'impérialisme et de contrôle des mers. La guerre de 7 ans est d'ailleurs probablement la première guerre mondiale, car comme vous le voyez sur cette carte, on combat en Europe, en Amérique du Nord, dans les Caraïbes, en Afrique, en Inde. Alors, cette période belliqueuse, qu'on appelle le mi-temps du siècle, 40-63, voit pour la France les victoires de Fontenoy, 1745, ou de Minorque en 1756, mais c'est aussi la période des désastres de Dettingen en 1743 ou des plaines d'Abraham en 1759. Et donc, au cours de ces conflits, la nécessité de l'espionnage s'impose d'autant plus qu'il est devenu difficile tactiquement de faire la différence sur le champ de bataille. Il faut bien imaginer que l'art de la guerre n'a pas vraiment évolué depuis le temps de Louis XIV. En fait, une bataille, ça ressemble à ça. On se combat en ligne et on fait feu, et dès qu'on est à distance, à portée, il y a la charge, et ensuite on compte les morts, et celui qui occupe le champ de bataille a gagné, quoi. Les innovations technologiques sont toutes antérieures à 1740, les théories novatrices des penseurs restent dans les livres, les armées européennes ont à peu près toutes le même équipement, qui pose d'ailleurs les mêmes problèmes, le problème de portée des fusils, le problème de fumée des canons. Elles s'exercent selon des manœuvres identiques, et elles obéissent toutes à la même tactique. Quand il y a une innovation, elle est généralement récupérée par les autres belligérants, ne serait-ce que par les prises de guerre ou par le matériel abandonné. Bref, seul le nombre, la surprise, l'habilité tactique du général peuvent faire la différence. Mais dans tous les cas, pour estimer l'effectif de l'ennemi, dissimuler et protéger le sien, savoir où frapper, voir comment éviter le combat, bref, prendre l'ascendant sur l'autre, il faut détenir l'information. Et face à tous ces enjeux, le renseignement est donc activement recherché pendant cette période, avec un objectif, lever le voile des ténèbres. Alors l'expression n'est pas de moi, mais on va y revenir. L'espionnage, en fait, le terme d'espionnage, c'est un terme polysémique. Un espionnage peut être un espionnage domestique. Ça peut être un espionnage de cour, il y a des espions de cour. Ça peut être un espionnage politique ou un espionnage diplomatique. Et pourtant, c'est à l'armée que l'on imagine les espions comme étant les plus utiles pour connaître les intentions de l'ennemi, les mouvements projetés ou remporter une bataille. D'ailleurs, ça ne fait aucun doute, dans les traités stratégiques, qui sont extrêmement nombreux. On l'oublie, mais le XVIIIe siècle, c'est l'époque des Lumières, évidemment, et c'est aussi l'époque où il y a énormément de penseurs militaires. Il y a une production surabondante d'ouvrages de pensée, de stratégie militaire, parce que justement, il y a un blocage tactique qu'on essaye de dépasser. Et donc, dans les traités stratégiques de ces Lumières militaires, l'espionnage est partout présenté comme un mal nécessaire. Prenons par exemple les mémoires de Maurice de Saxe, le grand maréchal Maurice de Saxe. Que nous dit-il ? La guerre est une science couverte de ténèbres, dans l'obscurité desquelles on ne marche pas d'un pas assuré. Voilà, donc on avance à l'aveugle, et pour lever ce voile de ténèbres, l'information militaire va faire l'objet d'une collecte systématique. Alors, pour cette collecte, on va utiliser des espions. Mais alors, il me faut quand même aborder les autres informateurs, c'est-à-dire comment s'informe-t-on finalement sur l'ennemi. Alors, les habitants des lieux traversés peuvent être des informateurs. C'est des auxiliaires commodes. Il suffit d'abord, sans même aller les interroger, de les observer. Parce que, par exemple, des paysans qui vont porter de la nourriture à l'ennemi donnent une information. La quantité de nourriture donne une indication sur la force de l'ennemi. Les stocks de fourrage, oui, parce que c'est des armées qui utilisent des chevaux, donc les chevaux ont besoin de manger, donc il faut faire des magasins et des stocks de fourrage. Les lieux où on va stocker le fourrage, c'est aussi une information. Tout le commerce nécessaire à la logistique et à l'entretien des armées donne des indices.
Les armées peuvent aussi se servir des habitants locaux comme des guides ou des informateurs occasionnels. Bon, alors il faut bien comprendre que la plupart d'entre eux n'ont pas envie du tout de jouer ce rôle-là, donc on va les convaincre de jouer ce rôle. Et généralement, l'argent n'est pas suffisant, donc on est un peu obligé de faire une pression un peu forte, voire une menace, pour les pousser à servir d'informateurs. Et par exemple, le roi de Prusse, Frédéric II, nous raconte dans ses instructions aux officiers, je le cite, l'année 1760, en traversant la Lusace pour marcher en Silésie, nous eûmes besoin de guides. On en chercha dans les villages. Lorsqu'on les amena, ils faisaient semblant de ne pas savoir l'allemand, ce qui nous embarrassait fort. On s'avisa de les frapper et ils parlèrent allemand comme des perroquets. Voilà, donc on voit bien, les habitants n'ont pas très envie de se mêler des choses militaires, mais ils n'ont pas tellement le choix. Alors, il y a une consolation quand même pour eux, c'est qu'ils peuvent passer d'un service à un autre. Il y a un paysan, par exemple, qui va guider les Hanovriens, alliés des Anglais, jusqu'au reste de l'armée anglaise en juin 1760, et qui tombe ensuite sur un hussard français qu'il questionne, et finalement, il raconte tout. Et il va même jusqu'à commenter en disant que c'est une retraite qui est quand même bien précipitée. Donc, il passe d'un service à l'autre allègrement, sans problème. Donc, premier type d'informateur, les habitants. Deuxième type d'informateur, les prisonniers et les déserteurs. Alors, c'est un moyen communément répandu pour s'informer, mais c'est jugé de peu de valeur. Généralement, on dit que c'est du même niveau que les aboiements de chiens ou que les coups de fusil. Donc, c'est à peu près à ce niveau-là qu'on situe ce genre d'information. Alors, souvent, on manque de candidats. Et donc, quand on manque de candidats, on manque de prisonniers et déserteurs, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie des unités de cavalerie légère aller faire des prisonniers. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller faire des prisonniers pour les ramener et les interroger. Alors la qualité est quand même très très inégale des informations. Souvent, ils ne savent pas grand-chose de plus que leur régiment et l'endroit où le régiment était. Et donc, c'est jugé comme étant de peu de valeur, mais faute de grive, on se contente de merle. Les unités de cavalerie légère aussi, c'est dans leur fonction habituelle d'aller au renseignement. Donc elles vont jouent le rôle d'éclaireurs, elles s'approchent des armées, elles essayent de collecter les informations qu'elles peuvent avoir dans des missions d'observation. Mais on le comprend bien, le cœur du réacteur, si je puis dire, de l'information, c'est l'espion. Alors cet espion, c'est, comme je vous l'ai dit, un mal nécessaire. Alors on va trouver quel type d'espions ? Alors évidemment, des soldats, des habitants, tentés par l'aventure, des gens divers qui vont se rentrer dans cette logique d'espionnage. Alors les espions, il faut bien comprendre une chose, on les déteste. Je peux citer George Faesch, c'est un penseur militaire saxon qui écrit « Un homme d'honneur ne fera jamais ce métier ». Montesquieu disait l'espionnage serait peut-être tolérable si l'infamie de la chose ne rendait pas les gens qui la pratiquent infâmes. Voilà, donc c'est réglé. L'espion est quelqu'un qui est infâme. Le juriste Vatel, qui est un des grands théoriciens du droit des gens, il évoque une trahison et un métier infâme. On retrouve encore l'expression. Un dictionnaire militaire de l'époque fustige ces sortes de gens qui sont toujours des misérables. Bon, voilà, l'espion, on a besoin d'eux, mais clairement, ils sont mal considérés. Et alors, qu'est-ce qui peut les pousser à espionner ? Les historiens anglo-saxons ont résumé ça par un acronyme, c'est l'acronyme MICE. MICE avec M-I-C-E, M pour money, c'est-à-dire l'argent, I pour idéologie, C pour chantage et E pour ego, qui sont les 4 causes majeures qui poussent les gens à espionner. Si on croit les auteurs de l'époque, c'est pas la peine de regarder les 3 autres lettres, le M suffit. Seul l'argent les motive. Les espions n'agissent que pour l'argent. Je cite le dictionnaire militaire, tous sont portés par l'avidité du gain. Le coût de l'espionnage est bien connu. Il n'y a pas de secret du tout dans la dépense pour espionnage. Vous savez, les archives abondent. Les officiers passent leur temps à avancer de l'argent et ils passent leur temps à avancer l'argent des dépenses pour espionnage. Et donc, s'ils veulent être remboursés, ils tiennent un décompte très précis de ce qu'ont coûté les espions qu'ils envoient ensuite au ministre pour obtenir un remboursement. Donc, on sait combien coûtent les espions et quelles dépenses cela représente. Et ce sont des dépenses assez importantes. Mais pour l'agent, pour l'espion, c'est une activité moyennement lucrative. La plupart perçoivent des montants fixés par leurs commanditaires selon leur intérêt stratégique et c'est totalement décidé arbitrairement. La vénalité peut servir incontestablement, mais quand on compare les sommes reçues par rapport au risque pris, c'est pas très avantageux finalement, c'est pas très rentable comme histoire. Donc,
l'argent ne paraît pas suffisant au XVIIIe siècle. Alors, prenons les autres critères, l'idéologie. Alors l'idéologie, le problème, c'est que le XVIIIe siècle est une période assez creuse, idéologiquement parlant. Il n'y a plus la religion, qui a pu servir de moteur pendant les guerres de religion, par exemple. Alors, il faut la remplacer par autre chose. Et on voit surgir, à partir des années 1750, 1760, le sentiment national. On voit le nationalisme qui commence à apparaître, notamment en terre allemande. Lors de la guerre de 7 ans, par exemple, les populations des différents États allemands trouvent un champion, c'est Frédéric II. Et donc Frédéric II va pouvoir bénéficier de cette aura de héros de la cause allemande, à tel point que les Français comprennent pas. Ils comprennent pas. Ils sont face à quelque chose qu'ils comprennent pas. Je cite le maréchal d'Estrée, en septembre 1759, qui dit « Pour quelque somme que ce soit, on ne trouvera pas en Hesse un espion pendant que l'ennemi est informé de nos moindres mouvements. » Le baron de Bonneval, un autre officier de cette armée, qui dit « Les Français ne peuvent pas placer un seul soldat sans que les paysans partent en informer l'ennemi. » Donc on a clairement, en terre allemande, une difficulté qui est que les Allemands, pour parler rapidement, refusent de servir les Français. Et clairement préfèrent aller dans le sens de Frédéric II, dont ils estiment qu'il représente plus leurs intérêts nationaux, en prenant d'énormes guillemets. Mais là, on voit apparaître cette idéologie-là. Mais globalement, l'idéologie est aussi une entrée peut-être un peu faible. Donc il faut regarder les autres critères, le chantage et l'ego. Alors le chantage, c'est facile, hein, il suffit de faire pression. Frédéric II nous donne une méthode, hein, par exemple. Il suffit de prendre un bourgeois, vous prenez en otage sa famille, et vous lui dites que si jamais il ne rapporte pas des informations fiables, on exécute tout le monde. Et donc, généralement, la personne va se montrer assez efficace. Quant à l'ego, il faut voir que là, on va trouver la palette de sentiments. Alors, ça va du dépit. Hein, je vous donnerai des exemples tout à l'heure d'un dépit qui peut pousser à l'espionnage. L'aventure, le souffle de l'aventure, hein, le frisson, hein, de la chose clandestine. La vengeance. Voilà, l'attraction pour les choses secrètes vont constituer des motivations. Alors, maintenant qu'on a vu leurs motivations, qui sont ces espions? Donc, comment devient-on espion d'armée? Enfin, qui ils sont et comment on le devient? Alors d'abord, majoritairement, ce sont des militaires. Des officiers pour la plupart, avec une surreprésentation des partisans. Les partisans, donc troupes légères, hein, souvent de cavalerie. On va trouver aussi des professions liées à l'armée, que on pourrait appeler de paramilitaires, hein, des commissaires des guerres, des ingénieurs aux armées, des commis au fourrage, bref, tous les gens qui gravitent autour de l'armée. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont une compétence technique, parce qu'ils ont des relations, et parce qu'ils ont des facilités de déplacement dans les camps, quoi. Ils savent quoi regarder, comment le regarder, qu'est-ce qui est intéressant ou pas. Bref, ce sont les plus performants, quoi. On trouve aussi des marchands, parce que les marchands ont une très grande facilité de circulation. Et là, il faut imaginer qu'au XVIIIe siècle, c'est pas parce que vous faites la guerre qu'on interrompt le commerce. Le commerce continue. Et on peut être en guerre contre un pays et continuer à faire du commerce avec ce pays, sans problème. Et donc les marchands circulent. Les marchands aussi peuvent recevoir de nombreuses lettres. C'est très important parce que quand vous recevez de nombreuses lettres, vous suscitez la méfiance. Or, les marchands, par leur négoce, reçoivent de nombreuses lettres. Et donc, ça leur permet une couverture, si vous voulez. Et le plus intéressant sont les marchands expatriés. C'est comme ça que, par exemple, en 1760, alors que les Français sont du côté de Hesse-Kassel, en Allemagne, ils apprennent qu'il y a un Français expatrié qui vend des chapeaux dans la ville, un natif d'Angers qui s'appelle l'Ambatteur. Il vend des chapeaux et donc ils vont s'approcher de ce Français en disant voilà, vous êtes présent sur place, vous parlez français, vous avez des relations dans ce pays, servez-nous d'informateur. Et il va accepter, ce qui n'est pas une bonne idée, puisqu'il va se faire détecter, repérer, et qu'il va être obligé de partir précipitamment avec tous ses biens confisqués. Mais au moins, il a sauvé sa vie. Les ecclésiastiques. Alors là, il va falloir casser quelques idées reçues. Les ecclésiastiques sont très peu nombreux. Très très peu nombreux, pour une raison simple, comme je vous l'ai dit, c'est une période de creux idéologique. Et donc les ecclésiastiques ne constituent pas vraiment des gens dont on estime que leur place est près des armées et près des zones de guerre, et on ne voit pas trop ce qu'ils peuvent rapporter finalement comme information. Donc il y en a très peu. Les femmes. Alors, avant les femmes, l'espion juif aussi. Là aussi, c'est une figure classique en disant voilà, on va prendre des gens qui appartiennent à des minorités qui ont des relations et des réseaux en Europe, comme les juifs. Bon, les espions juifs, c'est pareil, très peu nombreux.
parce que ce sont des gens déjà marginalisés, qui sont considérés comme à l'écart de la société et qui n'ont pas du tout envie de se marginaliser davantage. Vous l'avez compris, quand on voit l'image que peut avoir l'espion, ils n'ont certainement pas envie d'être encore plus marginalisés qu'ils le sont. Et leur fonction marchande les invite à se méfier du rôle de l'espionnage parce qu'il y a des risques à espionner. Et donc les femmes. Alors les femmes, il faut casser une idée reçue, c'est ce que j'appelle l'effet Milady de Winter. Milady de Winter, c'est chez Dumas. Les femmes, globalement, ne servent pas comme espionnes. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'image que l'on a des femmes au XVIIIe siècle les rend totalement impropres aux fonctions d'espionnes. On les imagine bavardes, alors qu'un espion conserve le secret. Elles sont souvent peu instruites, alors qu'on va le voir, l'intelligence est une vertu cardinale de l'espion. Elles sont considérées faibles, alors qu'elles doivent résister à un ennemi qui va chercher à les acheter, par exemple. On les voit libertines, alors qu'un espion doit avoir une irréprochable conduite morale. Et surtout, et le pire, et ça se retrouve dans toutes les archives, on dit des femmes qu'elles ont une imagination débordante, qu'elles sont peu fiables, alors que l'espion doit être digne de confiance et rapporter des informations crédibles. Et donc, très clairement, les officiers et les ministres n'ont jamais affaire, même les officiers sur place, n'ont jamais affaire à des femmes. Et quand une femme se propose comme espionne, généralement, ils refusent. Et j'ai eu des cas, par exemple, de Maurice de Saxe, qui dit dans ses archives « J'ai le récit d'une espionne, mais je crois moins ce qu'elle me dit que de mes espions habituels. » Et ça, c'est typique. C'est vraiment typique. Donc, l'espionne, non. Il y a très peu d'espionnes. Et alors, le pire, c'est que malheureusement, quand elles font de l'espionnage, ça ne se passe pas toujours très bien. Et je peux vous raconter l'affaire de Saorge. Alors, Saorge, c'est une petite ville qui se situe de nos jours au nord de Nice, vous voyez, un peu dans l'arrière-pays niçois. Et à l'époque, Saorge est une ville qui est hautement stratégique parce qu'elle permet d'ouvrir une des routes vers le Piémont, contre lequel la France est en guerre. Et alors, à Saorge, vous avez un gouverneur piémontais qui contrôle la ville et qui a une maîtresse française qui s'appelle Madame de Léotardi. C'est l'origine de Léotard, vous savez, la famille Léotard est piémontaise d'origine. Voilà, donc Madame de Léotardi qui vit donc du côté de Nice et qui, en discutant avec Monsieur de Maulevrier, qui est l'officier sur place, voilà, Monsieur de Maulevrier apprend cette relation. Il se dit, mais il y a peut-être quelque chose à jouer en utilisant Madame de Léotardi pour proposer au gouverneur piémontais de la ville de céder sa ville, d'ouvrir les portes, quoi, contre de l'argent ou divers avantages, quoi. Donc en clair, il tente une négociation secrète en utilisant cette femme comme intermédiaire. Et d'ailleurs, il suffit de voir les photos, on comprend tout de suite la dimension stratégique. Hein. Je veux dire, attaquer un village comme ça, bon courage. Hein. Il n'y a qu'une seule route qui le traverse. C'est un travail de titan hein, d'attaquer une ville de cette ampleur. Et donc, il lui donne une seule indication. Il lui dit « Surtout, vous ne parlez à personne de tout ça. » Vous en parlez voilà, à votre monsieur de Simeoni, qui est le gouverneur piémontais, mais vous ne parlez à personne. Que fait-elle ? Elle écrit une lettre qu'elle cache dans un panier de pelotes de laine. Et elle fait porter le panier de pelotes de laine au gouverneur piémontais. Alors j'imagine que les soldats piémontais ont dû être intrigués par ce panier de pelotes de laine. Ils l'ont fouillé, ils découvrent la lettre. Le gouverneur Simeoni est arrêté, envoyé en prison à Turin où on nous raconte qu'il va perdre l'esprit. Et la fameuse Léotardi est traquée par tous les soldats piémontais pour mettre la main dessus. Elle est obligée de se réfugier dans les terres françaises où le pauvre Maulevrier ne sait pas du tout quoi en faire. Donc il demande au ministre quoi en faire et finalement on décide de la mettre dans un couvent et elle finit sa vie dans un couvent avec une pension. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est comme ça que ça fonctionne. Je pourrais vous raconter aussi, on a une petite minute, Madame Tagliazucchi. Tagliazucchi, ça s'écrit Tagliazucchi. Tagliazucchi, c'est la femme d'un librettiste d'opéra qui vit à Berlin. Et Madame Tagliazucchi va voir le marquis d'Argence, qui est un proche de Frédéric II, hein, qui est à Berlin, et elle lui propose, elle a des informations confidentielles à lui donner. Et alors évidemment, elle dit ah non mais je veux pas vous le dire, c'est un mystère, je ne veux le communiquer qu'au roi de Prusse Frédéric II. Et le marquis d'Argence écrit à Frédéric II en disant oui bon je résume, hein, mais au bout de 2-3 questions, je savais ce qu'elle voulait dire, quoi. Je savais ce qu'elle avait à dire comme secret. Donc on voit que déjà, en termes de secret, c'est un peu léger.
Et Frédéric II lui fait cette réponse que je trouve très révélatrice. Alors, il est misogyne, hein, Frédéric II, mais c'est assez révélateur quand même de ce que on pensait à l'époque du rôle de femme informatrice. Il dit j'ai vu souvent que ces beaux secrets révélés n'ont été que des intrigues pour nuire aux tiers ou aux quarts, à des gens auxquels ces sortes de personnes veulent du mal. Ainsi, quoi que cette femme puisse vous dire, gardez-vous bien d'y ajouter foi. Voilà, tout est résumé. On ne croit pas. On ne croit pas ce qu'elles vont dire. Donc, les femmes ne servent pas vraiment. Alors, finalement, qui devient espion ? Ceux qui deviennent espions sont ceux qui se proposent de l'être. En fait, il n'y a pas de recrutement d'espions, assez peu, à part, comme je vous l'ai dit, les expatriés qu'on va aller voir ou des gens qu'on va solliciter. Mais généralement, la plupart des espions s'offrent d'eux-mêmes. C'est des gens qui se proposent d'être espions. Et on a des candidatures pour espionnage de gens qui se proposent de devenir espions. Alors, ils écrivent à l'officier sur place, ils écrivent aux diplomates sur place, ils écrivent même aux ministres à Versailles pour proposer d'être espions. Alors, il y a des offres sérieuses, mais beaucoup de candidatures sont à la limite du fantasque, avec des propositions parfois totalement absurdes ou irréalistes. J'en ai une, par exemple, d'un Corse qui se nommait Filippi, et en 1763, il propose un plan totalement rocambolesque aux représentants du roi de France à La Haye. Alors, La Haye, c'est un nid d'espions. La Haye, c'est un nid d'espions parce que c'est ce qui permet au roi de France de pouvoir aller savoir ce qui se passe en Angleterre. On ne peut plus aller en Angleterre à l'époque, mais donc La Haye, c'est pas très loin, c'est Provinces-Unies, c'est pas très loin, et donc depuis La Haye, généralement, il y a beaucoup d'espions qui traînent dans cette ville. Et donc, il rencontre Monsieur Daffry, le représentant du roi de France à La Haye, et il lui dit je vais enrôler 1000 Corses conduits par Paoli, le fameux Paoli, et je vais les faire débarquer en Angleterre pour capturer la tour de Londres, faire prisonnier le roi George et forcer ce pays à se rendre. Bon, voilà, Daffry est honnête, donc il transmet la proposition sans grande conviction à son ministre de tutelle, mais il n'y a pas de suite, quoi, si vous voulez. Et donc, quand la candidature est sérieuse, finalement, quelles sont les qualités que l'on attend ? Qu'est-ce qui fait qu'on va recruter une personne plutôt qu'un autre ? D'abord, de l'intelligence. On considère que l'espion doit être intelligent. Il faut comprendre la mission, il faut être efficace pour l'accomplir, il faut être fidèle. Ça, c'est vraiment la triade, quoi. L'efficacité, l'intelligence et la fidélité. Ensuite, on attend de lui qu'il présente bien. Un espion doit bien présenter parce qu'il va devoir aller voir des gens, il va devoir aller côtoyer des gens importants pour avoir des informations. Il doit avoir une bonne éducation. Toutes ces fréquentations sont intéressantes. Donc quelqu'un qui a déjà un réseau assez étendu de fréquentation est très intéressant. Ces réseaux sont très précieux. L'espion doit être bonne santé aussi et d'un âge qui ne lui interdit pas d'accomplir des opérations parfois périlleuses. Partir en courant, par exemple, ou escalader un mur, enfin bon, ce genre de choses. L'expérience dans le domaine de l'espionnage est un élément de choix. Un agent est d'autant plus utile qu'il a déjà eu l'habitude de cette vie dangereuse et des attentes de ses commanditaires. La connaissance des zones à parcourir, c'est important. Les langues étrangères, quelqu'un qui parle couramment plusieurs langues étrangères, c'est fantastique. Toute compétence annexe aussi, des talents de dessinateur pour dessiner des plans, par exemple de fortification, de position, etc. Enfin, une irréprochable conduite morale. Oui, parce qu'il faut bien comprendre déjà les espions, on ne les aime pas. On considère que ce sont, et je cite un dictionnaire de l'époque, des sangsues insatiables. C'est une jolie allitération d'ailleurs. Des sangsues insatiables, et donc ces sangsues insatiables, si en plus ils sont immorales, au-delà de ça, c'est encore pire, quoi. Donc il faut qu'ils soient le plus moraux possible. Clairement, on reparlera, on va parler un petit peu du chevalier d'Éon, mais le chevalier d'Éon, dans sa conduite extravagante et dans toutes ses frasques, s'il a pu être un temps un agent du roi Louis XV, toutes ces frasques font qu'il est définitivement déconsidéré pour un rôle d'espion. C'est impossible. Quelqu'un qui se comporte comme ça ne peut pas être espion. En résumé, un espion idéal, c'est quoi ? C'est une synthèse d'archétypes sociaux, particulièrement prégnants au XVIIIe siècle. On trouve l'honnête homme. Donc un espion doit être un honnête homme, il doit avoir des bonnes mœurs, de l'intelligence, de la sociabilité. On retrouve les critères d'un bon militaire, une fidélité, une obéissance absolue, roi sans commanditaire. On retrouve les critères de l'aventurier, le goût des voyages, du secret, du risque. Donc une sorte de synthèse de ces trois archétypes du XVIIIe siècle. Vous comprenez bien qu'à la lecture de ces attendus, les candidats qui remplissent tous les critères sont assez rares. Et globalement, ça alimente un paradoxe très important. Les personnalités les plus intéressantes
aux yeux des officiers, des ministres, voire du roi, sont ceux qui ont le moins envie de devenir espions et le moins intérêt à devenir espions. Et paradoxalement, les escrocs ou les aventuriers immoraux et peu sérieux, eux, se pressent pour devenir espions. Et donc, c'est tout ça le paradoxe. Donc, il faut prendre les gens les moins pires, pourrais-je dire. Alors, tout ça va alimenter des réseaux complexes. Alors, d'abord, il faut savoir qu'être espion, c'est rarement une profession. C'est plutôt un contrat à durée déterminée, le temps d'une campagne, voire parfois d'une opération. Certains, cependant, peuvent faire de ce qu'on appellerait de nos jours du renseignement d'ambiance. Un renseignement d'ambiance, c'est-à-dire qu'il reste dans une zone et il récolte au fur et à mesure, au fil de l'eau, des renseignements qu'ils peuvent apprendre d'un personnage ou d'une zone. Et moi, il y a un espion que j'aimerais vous présenter, enfin, quelqu'un que j'aimerais vous présenter parce que j'aime beaucoup, c'est mon espion mondain. C'est-à-dire que là, il faut imaginer l'espion qui passe son temps dans les cours ducales. Et ça se passe à Deux-Ponts. Alors, Deux-Ponts, c'est un duché, vous voyez, qui se situe ici. Là, pour vous donner un ordre d'idée, on est près de Wissembourg. On est au niveau de la Lorraine, à proximité de la Lorraine et de l'Alsace, du nord de l'Alsace. C'est un tout petit duché, mais alors un duché absolument essentiel et majeur, un site stratégique. Et dans ce duché de Deux-Ponts, vous avez Zweibrücken en allemand. Dans ce duché de Deux-Ponts, vous avez un officier qui s'appelle Lajolet et qui a commencé comme capitaine de grenadier, mais c'est un officier de mérite. Hein. Il est nommé commandant à Bitche en Lorraine 1747 et en 1754, il devient brigadier général, commandant de Wissembourg. Et depuis Wissembourg, il va passer son temps à faire des allers-retours dans ce duché de Deux-Ponts. Et il va même obtenir un titre officiel. Et au départ, il est officieux, représentant officieux de la France à Deux-Ponts. Et il obtient même un titre officiel en 1756, donc de représentant du roi de France. Et pendant 14 ans, il va fréquenter la famille ducale, hein, donc notamment du duc que vous avez ici, hein, Christian IV de Deux-Ponts. Et il envoie des lettres régulièrement au ministre dans lesquelles il traite de tous les sujets concernant ce duché. Alors ça va parfois d'informations futiles hein, sur des histoires d'amour de telle princesse, et parfois des informations tout à fait sensibles et intéressantes, militaires et diplomatiques. Et les rapports qu'il entretient, il a des rapports excellents avec la famille ducale, ils s'apprécient mutuellement, ce qui fait que régulièrement, il y a un glissement entre sa fonction diplomatique et son intérêt et celui du ministre pour le renseignement militaire. Donc on a une sorte de diplomate espion qui fréquente cette famille ducale. Par exemple, en juin 1746, il prétend venir faire un cadeau au duc, mais ça lui permet surtout de venir s'enquérir des troupes autrichiennes qui campent près du duché. Et cette relation privilégiée, on a aussi une sensibilité pro-française hein, du duc, ça va lui permettre d'avoir la complicité de ce dernier et donc une couverture efficace hein, qui lui sert à obtenir toutes les informations intéressantes pendant la guerre de succession d'Autriche. Et même en temps de paix, il continue sa veille informative en envoyant des informations sur ce qui se passe, sur les armées qui peuvent passer dans la région. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que cette double vie est totalement ignorée par son supérieur. Il a quand même un supérieur, un officier supérieur, Monsieur de Bombelle, qui ne comprend pas pourquoi il n'est jamais là, quoi. Pourquoi il n'est jamais dans son commandement. Et il ne comprend pas ses absences, et il s'en étonne, et il n'est pas content du tout. Et ce qui est assez amusant, c'est que j'ai trouvé la lettre de Monsieur de Bombelle au ministre en disant « Mais c'est inadmissible, Monsieur de la Jolie n'est jamais dans son commandement ». Et le ministre lui dit « Oui, non, monsieur, c'est pas très grave ». Voilà, il n'en dit pas plus, mais il dit « C'est pas très grave ». Voilà, fermez les yeux là-dessus. Alors, donc ça, c'est, je dirais, la veille informative. Et donc, dans très rares cas, on a des espions quasi professionnels. Des gens qui font de leur vie l'espionnage, enfin de l'espionnage leur vie, qui passent d'une mission d'espionnage. Alors j'en ai un qui s'appelle Simon Louvrier. Lui, il va avoir une carrière très impressionnante d'agent de renseignement. Il sert de 1733 à 1761. Il va servir pendant 28 ans. Et il va initier son fils, et ensuite c'est son fils qui va le succéder dans la carrière de renseignement. Il va servir tous les meilleurs hommes, officiers et hommes d'influence de la période. Il va servir Maurice de Saxe, il va servir Belle-Île, il va servir le Dauphin, il va servir le duc de Choiseul. Et finalement, c'est vers la fin, quand il commence à être un peu âgé, et vous voyez, l'âge est un critère, on va le remplacer, quoi. Donc ça, c'est la durée. Maintenant, où agissent-ils ? Ils agissent à différentes échelles, ces espions. Ils peuvent agir localement. Donc on va avoir l'espion qui va dans une ville, dans un camp, près des lignes ennemies. Parfois même servir à faire des missions
planifiées autour d'objectifs précis à repérer, ou même dans des missions complexes, des missions dont même de nos jours la DGSE serait admirative, hein, je veux dire avec les moyens du XVIIIe siècle. Par exemple, en 1748, nous sommes à la toute fin de la guerre de succession d'Autriche. Les armées ont bien compris qu'il y a la paix qui est en train de se négocier, que ça sert à rien d'aller se faire tuer sans raison. Donc les combats se calment. Et c'est le moment que choisit la Russie pour entrer dans la guerre. Et donc, évidemment, elle rentre dans la guerre contre nous. Panique à Versailles, il faut faire absolument quelque chose. Est-ce que les troupes russes, où sont-elles? Sont-elles dangereuses? Où vont-elles? Bref, on envoie des missions d'espionnage. Et c'est comme ça que vous avez 3 missions qui partent, donc des agents. Le secrétaire d'État envoie sa mission, et donc ses agents. Le secrétaire d'État à la guerre envoie ses agents et voilà, une mission. Et il y a même un officier, Lowendal, qui connaît bien l'armée russe, qui dit il y a peut-être, moi je peux peut-être aider, donc il envoie aussi des agents. Et alors ce qui est très drôle, c'est que tous ces agents français ne savent pas, bien sûr, pour les autres missions. Et donc ils se retrouvent sur place, ils se croisent, ils se rencontrent, ils se toisent, ils se disent mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'il vient faire par ici, et sans savoir que les autres sont aussi des agents, mais qui ne servent pas les mêmes maîtres. Et donc vous avez les missions qui partent, hein, vous voyez, une première mission, ils vont tous se retrouver là du côté de Varsovie où ils rencontrent le représentant du Perron de Castera, qui est le représentant, c'est le neveu de Beaumarchais, hein, du Perron de Castera. Ils le rencontrent donc à Varsovie. Et du Perron de Castera, lui, ça l'amuse, hein, parce qu'il les voit arriver les uns après les autres, et il a bien compris que ce sont des missions d'espionnage, et il va les aider à aller voir les Russes, hein, qui sont du côté de Grodno. Donc parfois, ça peut mettre en péril même la sécurité des agents qui sont envoyés. De fait, si l'on regarde, alors ça donne des réseaux complexes, hein. Ça, c'est le réseau de cette opération. Vous voyez, oups, j'ai éteint. Voilà. L'état-major russe qui est ici, voilà. Donc lui, c'est la cible de l'espionnage. Là, vous avez les 3 missions, la Bunag, Rennenkampf et un second officier que je n'ai pas réussi à identifier. Et Ritter, ce sont les 3 agents qui sont chargés donc d'espionner l'état-major russe. Et là, vous avez les différents informateurs qui vont leur fournir des informations. Et vous voyez au passage que tout converge vers ces agents. Et Rennenkampf et le second officier qui agissent au nom du maréchal de Lowendal, eux, ils vont disparaître. Donc, ils ont été prévenus. Hein. Ils connaissaient des officiers russes qui leur ont dit « Nous savons que vous êtes là pour nous espionner. On vous demande de partir. » Ils ne sont pas partis et ils disparaissent des archives. Bon. Voilà. Et vous voyez qu'au passage, tout ça, ça a pour but de remonter évidemment aux 2 ministres qui sont là, le comte d'Argenson et Puisieux, ministre des Affaires étrangères, qui à leur tour font remonter au roi. Parce que l'information, c'est un enjeu de pouvoir. Celui qui a l'information la plus précise et l'information la plus tôt peut se faire valoir de cela auprès du roi. D'où des missions concurrentes des ministres. Alors, ces réseaux, comme on le voit, peuvent utiliser les réseaux diplomatiques. Et les agents diplomatiques sont souvent des relais. Et parfois, on double, on triple, on quadruple les missions selon les différents secrétaires d'État. Ça donne donc des réseaux complexes qui sont souvent des successions d'informateurs singuliers. Et l'idée, c'est de faire remonter, comme vous l'aurez compris, au sommet. Alors, quand c'est bien organisé, et notamment à l'échelle d'une province, ça peut donner des choses très performantes. Et là, il faut que je vous parle de Moreau de Séchelles. Moreau de Séchelles, c'est un intendant qui va agir, en Flandre en 1744. Il est intendant de Flandre, et la Flandre est à l'époque une zone frontière. Hein. La guerre s'y mène, vous savez, ça va être la fameuse campagne de Maurice de Saxe qui va s'emparer des différentes places fortes des Flandres. Et donc Moreau de Séchelles, lui, il a mis en place une organisation extrêmement efficace. Il a plusieurs agents, il a une quinzaine d'agents, mais avec une logique pyramidale. Il est, selon l'expérience, le mérite et la confiance. Les agents de base, c'est les agents en poste, c'est le premier maillon, c'est des relais. Ils se contentent de transmettre les bruits, souvent les secondes mains qui leur parviennent, les rumeurs. J'ai appris que. Deuxième niveau, les espions ambulants. Eux, ils sont déjà un peu plus dans la confiance de Moreau de Séchelles. Ils sont chargés de vérifier les informations reçues par les premiers, les bruits, les rumeurs. Et ils n'hésitent pas eux-mêmes à être plusieurs sur une même zone pour essayer de confronter les choses. Et au sommet de l'échelle, les correspondants les plus éclairés, rares, précieux, qui eux sont généralement, alors c'est le renseignement de première main, hein, eux ils sont généralement les plus fiables, et il a par exemple un des responsables de l'état-major autrichien.
Donc il a parmi ses correspondants quelqu'un qui est en plein dans l'état-major de l'ennemi. Donc là, vous comprenez bien que il a un réseau extrêmement organisé, extrêmement efficace. Et quand le roi arrive, parce que le roi arrive le 4 mai 1745 à Valenciennes pour mener la guerre, vous savez que Louis XV va mener la guerre en Flandre, hein, il est reçu en sa généralité par l'intendant de Séchelles. Ce dernier peut lui donner toutes les informations utiles pour le plan de la campagne, le plan de la campagne qui est arrêté une semaine plus tard. Et le plan de la campagne est arrêté grâce aux informations et grâce au réseau de Moreau de Séchelles. Donc là, vous avez un réseau extrêmement qualitatif à l'échelle d'une intendance. Comme on le voit, c'est une organisation décentralisée. Chaque officier a son réseau. Chaque officier a ses espions. Chaque ministre a ses espions. Et les espions de l'un ne sont pas les espions de l'autre. Et on ne se communique pas les réseaux. Parce que l'information donne un enjeu de pouvoir, donne un avantage. Donc il est hors de question de conseiller un bon espion à quelqu'un d'autre. Et donc parfois on est concurrent. Et c'est pour ça qu'il n'existe pas au XVIIIe siècle de service de renseignement. Le concept de service de renseignement est un concept totalement extérieur à la France au XVIIIe siècle. Ce qui pourrait s'en rapprocher un peu plus, c'est ce que l'on appelle le secret du roi. Mais le secret du roi, vous allez voir, on va nuancer. Parce que le secret du roi n'est pas un service de renseignement. Oui, je suis désolé, je vais casser quelques éléments aujourd'hui. C'est une diplomatie parallèle. Le secret du roi, c'est en fait une organisation diplomatique. Ce n'est pas une organisation de renseignement. Toute cette organisation du secret du roi est liée à la personnalité de Louis XV. C'est un roi taiseux, un roi qui aime le secret, qui cadenasse les choses, et un roi qui donne très difficilement sa confiance. Et un roi qui n'aime pas non plus les oppositions frontales. Donc plutôt que d'aller en opposition frontale face à ses ministres, il préfère contourner et organiser les choses par ses moyens à lui. Le secret du roi est une création de Louis XV pour Louis XV. Et c'est une arme pour contourner l'action de ses ministres. C'est du registre du politique, ce n'est pas du registre du renseignement. L'objectif premier d'ailleurs du secret du roi, et la raison de son existence et de sa création, c'était d'installer le prince de Conti, le cousin du roi, sur le trône de Pologne. Alors le trône de Pologne, c'est une monarchie élective, c'est-à-dire qu'en clair, il y a les grands de Pologne qui votent pour élire un roi. Et officiellement, la position de la France est de soutenir l'électeur de Saxe, Auguste, l'électeur de Saxe, pour le trône de Pologne. Sauf que Louis XV, il ne veut pas que ça soit l'électeur de Saxe, il veut que ça soit son cousin. Donc il ne va pas aller contre la position officielle de la France, mais il va organiser une diplomatie parallèle visant à soutenir la candidature de son cousin. Et c'est ça le secret du roi. Donc on met en place une correspondance secrète et toute une organisation qui a ce but-là. Alors le problème, c'est que la marquise de Pompadour, très rapidement, se demande pourquoi Conti et le roi se voient si souvent, pourquoi on lui cache des choses. Bref, elle devient assez vite méfiante sur cette organisation, ce qui fait que Louis XV va préférer remplacer Conti à la tête du secret par cet homme-là. Ah, excusez-moi, à nouveau j'ai éteint. Attendez, hop. Voilà. Cet homme-là qui est Breuil, le comte de Breuil. Et c'est le comte de Breuil qui va donc prendre la tête du secret du roi avec son secrétaire qui s'appelle Tercier, qui est un homme absolument formidable. Et ce secret du roi va recruter des agents qui font partie probablement des meilleurs agents secrets, mais de la diplomatie secrète, que la France va pouvoir connaître à l'époque. Vergennes, vous voyez que certains vont avoir des belles carrières par la suite. Déon, alors Déon c'est une erreur de casting, je vais en reparler. Breteuil, Beaumarchais, Dumouriez, vous voyez que les noms déjà, ils parlent d'eux-mêmes. Alors ce secret du roi, c'est une structure très légère, il y a une trentaine de personnes, ce qui apparaît très peu, pour couvrir l'Europe quand même. Mais c'est assez conforme aux standards habituels. Vous savez, la diplomatie à l'époque, c'est peu de monde finalement. Et Tercier, le secrétaire du comte de Breuil, c'est lui qui souvent chiffre et déchiffre les messages lui-même, parce que évidemment, si vous prenez un chiffreur, c'est quelqu'un d'autre qui est initié au secret. Donc autant limiter le nombre de gens qui sont au courant de l'existence de ce secret du roi. Alors Déon, c'est probablement le plus célèbre de tous ces agents. Il est là, une illustration contemporaine, mais c'est clairement une erreur de casting. C'est un caractère très compliqué, Déon, et c'est une nature instable.
Déon, donc originaire de Tonnerre, un capitaine des dragons. Donc il faut imaginer quelqu'un, souvent on le décrit comme androgyne, on le décrit comme fluet, pas du tout. Hein. Capitaine des dragons, c'est quelqu'un qui a une belle ossature. Hein. Déon est quelqu'un qui est assez charpenté. D'ailleurs, on a des témoignages qui le décrivent comme ça. Un escrimeur hors pair, qui est repéré par le prince de Conti, et le prince de Conti va l'initier au secret. Il fait en 1756 une mission en Russie, où il va être chargé d'une alliance secrète avec la Russie dans la guerre qui s'annonce, la guerre de 7 ans. Et au cours de cette mission, il parvient à gagner la confiance de la tsarine. Il devient sa lectrice, sous le déguisement de femme, donc, et il revient avec une alliance signée. Et alors là, voilà, c'est le mythe fondateur de Déon qui a réussi sa mission. Mais j'insiste, c'est de la diplomatie. Hein. C'est de la diplomatie. Il négocie une alliance. Alors, il faut comprendre que la tsarine avait l'habitude d'organiser des bals déguisés où les hommes étaient en femmes et les femmes en hommes. Ça va beaucoup plaire à Déon, qui a un penchant pour le travestissement, hein, et il va pratiquer par la suite ce travestissement. Ensuite, il est envoyé en Angleterre comme secrétaire d'ambassade, et il va faire fonction parce qu'il n'y a pas d'ambassadeur en titre. Alors il multiplie les réceptions fastueuses, il côtoie la bonne société, tout en négociant secrètement la future paix. La paix qui sera la paix de traité de Paris de 1763. Et à cette occasion, il se serait emparé d'un document hautement sensible, qui était la liste des concessions maximales que l'Angleterre était prête à faire. Alors ça, évidemment, pour la France, c'est du pain béni comme document. Il fait même une reconnaissance des côtes anglaises pour préparer un éventuel débarquement. Alors ça, c'est du banal en espionnage. Les archives regorgent de projets de débarquement d'Angleterre. Il y en a un tous les ans quasiment. Et il y a au moins 1 ou 2 missions d'espionnage pour organiser un débarquement d'Angleterre. Donc c'est rien de très banal en termes d'espionnage. Mais Déon ne supporte pas que l'ambassadeur en titre soit nommé. Et arrive et le remplace. Et qu'il soit rétrogradé, lui, pour ce qu'il est, c'est-à-dire un simple secrétaire d'ambassade. Ce qui fait que quand le comte de Guerchy arrive pour son ambassade, c'est l'affrontement. Déon multiplie les scandales, les accusations contre Guerchy, il va même faire des procès contre lui, et à la fin, il va aller jusqu'à faire chanter le roi de France en menaçant de livrer des documents compromettants, notamment ceux liés au secret du roi. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout une attitude pour un espion. C'est pas du tout comme ça qu'un espion doit fonctionner. Et donc, en 1775, Louis XV est contraint de lui envoyer un de ses agents du secret, Beaumarchais, pour négocier la livraison de tous les documents secrets en sa possession, et aussi en échange d'une pension et l'obligation pour Déon qu'il s'habille en femme. Alors cette obligation, c'est lié au fait que Déon lui-même, par provocation, l'année précédente, avait affirmé partout qu'il était une femme. Et donc, au bout d'un moment, il faut trancher. Et donc, le roi de France, il dit puisque vous avez dit que vous étiez une femme, maintenant vous habillez en femme. Et désormais, vous habillerez en femme. La fin de sa vie, donc, c'est une longue errance entre un retour compliqué en France, sa volonté de reprendre l'habit masculin, un retour en Angleterre où il va mourir dans la pauvreté et criblé de dettes. Voilà pour Déon. Très sincèrement, je pense que si son nom n'était pas rentré aussi souvent dans les mots croisés, il n'aurait peut-être pas eu la postérité qu'il a eue. Et je pense que le travestissement et cette personnalité un peu complexe, un peu instable de Déon a joué aussi pour lui. Bon. Alors, quant au secret du roi, son existence, au château de Versailles, vous avez cette pièce qui est dite le cabinet des dépêches, vous savez, la pièce secrète de Louis XV, dans laquelle il recevait justement, c'est la pièce à café de Louis XVI par la suite, il recevait les messages du secret du roi. Ce secret du roi, il s'éteint avec le roi. Il s'éteint quelques jours avant la mort de Louis XV, en 1774, ce qui montre d'ailleurs qu'il est intimement lié à la personnalité du souverain. Celui-ci disparu, le service est dissous par Louis XVI, à qui on le présente. Il est très peu convaincu par son utilité. Et Louis XVI est très peu porté au secret, contrairement à son prédécesseur. Mais les agents du secret, ils restent actifs, à l'image de Beaumarchais, pendant la Révolution américaine. Alors maintenant, on a obtenu le secret. On a les espions, ils sont allés faire leur mission, ils ont obtenu l'information secrète, et maintenant, il va falloir la transmettre. Et la difficulté, c'est que pour transmettre l'information, on peut la transmettre de façon orale, mais très majoritairement, on va la transmettre à l'écrit, par le biais de lettres. Et le gros problème, c'est qu'une lettre, ça s'intercepte. Et ça se lit, et ça donne l'information qu'on essaye de cacher. Donc on essaye de la cacher, cette information. Comment on va faire ? On va écrire au jus de citron.
C'est pas un mythe. On a des lettres écrites au jus de citron. On va utiliser des doubles enveloppes. On va utiliser des alias, des boîtes à lettres. On va envoyer chez un banquier, par exemple, à Strasbourg. Il y en a un, Longo, le banquier Longo à Strasbourg. C'est une belle boîte à lettres qui reçoit des lettres de tous les espions et ensuite il redistribue de façon à ne pas susciter l'intérêt. Ça, je dirais, c'est les méthodes les plus classiques. Autre méthode classique, le chiffrage, les codes secrets. Donc là, il y a différentes techniques, on pourra en parler lors des questions si vous souhaitez. Et de façon plus sûre, le contrôle des voies de communication. Ça, c'est la façon la plus sûre. C'est-à-dire que si vous contrôlez toutes les voies de communication, votre cavalier qui transporte les lettres, il ne sera pas intercepté, quoi. Et évidemment, en cas de rupture des voies de communication, il faut absolument les rétablir. Sinon, on n'aura pas le transfert de lettres entre l'espion et le commanditaire. Et on a un bel exemple, c'est l'île d'Ouate, en Bretagne. Peut-être que vous connaissez. L'île d'Ouate, c'est à proximité de Belle-Île. Et alors, pourquoi l'île d'Ouate ? C'est parce que Belle-Île, en 1761, est capturée par les Anglais. Les Anglais s'emparent de Belle-Île en 1761. Et donc, comment faire pour savoir ce qui se passe à Belle-Île ? Eh bien, on va établir une permanence postale dans cette petite île-là. Vous voyez, Belle-Île, c'est ici, l'île d'Ouate, et donc Quiberon. Et donc, on va établir une permanence postale à l'île d'Ouate. Et l'île d'Ouate devient une sorte de base où chaque nuit, vous avez les Belle-Îlois qui arrivent en barque et qui donnent les informations sur l'île d'Ouate. Et ensuite, de l'île d'Ouate, on les envoie à Quiberon. Et donc, ça permet de savoir ce qui se passe pendant l'occupation anglaise de Belle-Île. Alors, voilà. Excusez-moi, il y a dans mes feuilles. Voilà. Alors évidemment, l'ennemi utilise les mêmes méthodes. Tout le monde utilise ces mêmes méthodes. Et donc, les menaces sont partout. Donc il faut essayer d'intercepter les lettres, protéger les siennes, détecter les espions ennemis. Et pour détecter les espions ennemis, il n'y a pas de contre-espionnage. Ça n'existe pas, le contre-espionnage. Donc on doit se reposer sur une seule chose, la dénonciation. Ou, éventuellement, si on est chanceux, le hasard. Et donc, de temps en temps, on tombe sur des espions. Et quand on a des espions, il faut prouver le crime. Alors, généralement, en France, ce qu'on fait, c'est qu'on les envoie à la Bastille, le temps qu'on mène l'enquête pour essayer de savoir si oui ou non c'est un espion. Et quand on a vraiment des grands doutes et pas de preuves suffisantes, on le laisse à la Bastille le temps de la guerre jusqu'à la paix. Comme ça, on est tranquille. Il ne servira pas les intérêts des ennemis. Les procès n'arrive quasiment jamais. Il n'y a quasiment jamais de procès. Alors je vais être très clair, l'espion de base, celui qu'on a appris à l'entrée du camp avec un plan qu'il a dessiné, ou éventuellement avec des instruments de mesure, ou des choses qui prouvent qu'il est espion, la réponse est très simple, on le pend. Et généralement, on le pend à l'entrée du camp, pour que ça serve d'exemple aux autres. Donc ça, tous les dictionnaires militaires le disent, quand on trouve un espion, il est pendu aussitôt. Donc là, les choses sont claires. Ça, c'est l'espion de base. Quand c'est un officier, on négocie, on échange, on va discuter avec l'ennemi, on fait des échanges, quoi. Et parfois, on fait des procès. Mais alors, il faut bien comprendre que les procès sont très rares. Et donc, vu qu'ils sont rares, on peut se demander pourquoi ils existent. Il y a deux exemples que l'on peut voir. Le procès de l'espion Hansey. Ça, c'est un procès qui a eu lieu à Londres. 1758, procès pour haute trahison du docteur Hansey, accusé d'être un espion pour la France et d'avoir donné des informations au roi de France sur les troupes du roi Georges. Et alors, pourquoi il a été suspect ? C'est un docteur. On trouvait qu'il envoyait beaucoup de lettres. Et donc, le maître de poste, un jour, a approché une de ces lettres d'une bougie, et à la chaleur de la bougie est apparu en français le mot « monsieur ». Et alors déjà, il était suspect, ce docteur, parce qu'il était irlandais. Et donc, on se méfie un peu de lui. Donc, un Irlandais qui envoie des lettres avec des mots français, bon, voilà, c'est un espion. On l'arrête, on fouille ses papiers, on découvre qu'effectivement, il envoyait des lettres, et donc, s'ouvre un procès. Il est condamné à mort, mais il échappe à l'exécution, et il se réfugie en France. Ça finit un peu toujours de la même façon, les procès pour espionnage. C'est-à-dire qu'ils sont condamnés à mort, mais on les retrouve quelques années plus tard, bien vivants, dans un autre pays. Autre exemple, Stobo. Alors Stobo, c'est quelqu'un de très intéressant, c'est un Virginien, Stobo, c'est-à-dire il vient de la colonie américaine de Virginie. Il a participé à une opération militaire dirigée par un jeune homme dont le nom ne va pas rester tellement dans l'histoire, un jeune Virginien du nom de George Washington, qui avait attaqué les Français. Oui, on l'oublie, mais George Washington, pendant la guerre de 7 ans, avait attaqué un fort français, et c'est une attaque désastreuse. C'est-à-dire qu'il est capturé, lui, et parmi les prisonniers, il y a le fameux Robert Stobo. Donc on libère Washington, et on garde des otages. Et parmi ces otages, on garde le fameux Stobo, que l'on va emmener dans un fort français qui s'appelle le fort Duquesne.
Alors, ce fort Duquesne, c'est ce que les Anglais vont appeler par la suite le fort Pitt, et c'est de nos jours la ville de Pittsburgh, aux États-Unis. Donc là, il y avait un fort français, le fort Duquesne, et Stobo, voilà, c'est un otage, c'est pas non plus un prisonnier de basse extraction, donc on le laisse assez libre. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des promenades, il rencontre les autres Français, et il commence à dessiner un plan. Et le plan, vous l'avez là, c'est l'original. Et là, c'est le plan du fort, avec tout l'emplacement des défenses. Vous voyez, une légende avec des numéros et des lettres qui indiquent où se trouvent les différents défenseurs, combien ils sont, etc. Et donc il réalise tout son plan. Et une fois qu'il a réalisé tout son plan par bravade, par une expérience, par peut-être volonté d'être rétribué par la suite, il le signe. Et il confie ce plan à un chef indien. Ah oui, c'est l'espionnage, c'est l'aventure. Il y avait un chef indien de Delaware qui avait été prisonnier avec lui, qui s'échappe nuitamment, il sort du fort, il s'échappe nuitamment, et le chef indien réussit à rejoindre les troupes anglaises commandées par le général Braddock. Et on donne le plan de Stobo. Alors fantastique, ça y est, on a le plan du fort, on sait où sont les défenses, les fortifications, on va pouvoir attaquer le fort. Oui, mais alors il y a toujours un petit grain de sable dans ces histoires, c'est que le général Braddock lui-même va tomber dans une embuscade créée par les Français, c'est la bataille de la Monongahela, et il se fait massacrer, mais taillé en pièces par les Français et leurs alliés indiens, lesquels fouillent les papiers, et dans les papiers de Braddock tombent sur le plan, signé. Et donc ils disent, mais attendez, Stobo, l'otage que l'on a, c'est pas un otage, c'est un espion. Donc on prend le fameux Stobo, on l'envoie à Montréal et on dit c'est un espion, il doit être jugé pour espionnage. Et alors là, ça devient une affaire dont on débat à Montréal. Alors, vous savez, les Français aiment bien ça, donc on se pose des questions. Oui, mais quand même, c'est un otage. Peut-on considérer un otage pour espionnage ? Peut-on lui reprocher d'être un espion ? Et donc on part sur des débats un peu philosophiques, philosophico-juridiques sur ces questions-là. Et finalement, on fait un procès, un conseil de guerre, et il est condamné à mort. Le problème, c'est que dès le départ, le roi de France avait ordonné que la peine, la condamnation, y ait un sursis. Pourquoi ? Parce que la guerre n'est pas officiellement déclarée avec l'Angleterre. Que nous sommes sur le terrain colonial, qu'on s'entretue à coups de tomahawk sur le terrain colonial, mais qu'officiellement, la France et l'Angleterre ne sont pas en guerre. Et que donc, si on exécute un Virginien pour fait d'espionnage, c'est discutable d'un point de vue juridique. Et donc, on le condamne à mort, mais on est obligé d'envoyer la lettre à Versailles, donc 2 mois de bateau, à peu près 1 mois et demi, 2 mois de bateau, le temps que la lettre parte à Versailles, soit signée par le roi et revienne. Et pendant ce temps-là, Stobo, il attend tranquillement à Montréal. Au début, la détention, elle est un peu dure, puis finalement, ça s'adoucit. Et par 3 fois, il tente de s'échapper. La 3e fois étant la bonne. Et il finit par rejoindre, après plein d'aventures, il finit par rejoindre l'armée de Wolfe qui assiège Québec en 1759. Et donc on le retrouve dans le camp des ennemis. Voilà, donc les procès pour espionnage, il n'y en a pas beaucoup. Et généralement, ça a un but, c'est de la propagande. C'est montrer qu'on fait quelque chose contre les espions de l'ennemi. C'est un but d'opinion publique. On veut montrer à l'opinion qu'on agit contre les espions ennemis et que donc on les condamne à mort. Mais généralement, ça finit pas par une condamnation à mort. Et alors, il y a les espions qu'on juge et il y a ceux qu'on ne découvre jamais. Et ceux qui ont des carrières d'espions et qu'on ne découvre pas ou tardivement. Et heureusement, les archives parlent. Et alors là, je vais vous en parler d'un qui s'appelle Thomas Pichon. Alors Thomas Pichon, c'est un bel espion. Alors c'est l'image de l'espion traître. L'espion par dépit. Lui, Thomas Pichon, il vit mal le fait qu'il est plus éduqué, d'un niveau intellectuel supérieur et probablement de compétences nettement supérieures aux officiers qui sont au-dessus de lui. Il le vit très mal. Il est aigri par cette situation. Il est en Acadie. Il est au fort, vous voyez, Thomas Pichon, il est au fort Beauséjour. Nous sommes là en Acadie, en Nouvelle-France. Et il a un rôle un peu de secrétaire. Et en tant que secrétaire, il voit passer toute la correspondance et tous les documents sensibles concernant le fort. Et il faut bien comprendre que comme ça se passait souvent en Nouvelle-France, le fort où il est, Beauséjour, il n'y a qu'un isthme à traverser pour avoir le fort anglais, qui est juste en face. Et que officiellement, on n'est pas en guerre. Et que donc, même si on se méfie, de temps en temps, on discute entre officiers, on s'invite à dîner. Et donc, régulièrement, il va dîner chez les Anglais, de l'autre côté. Et les Anglais, au bout d'un moment, lui proposent de fournir des renseignements. Et il se laisse convaincre. Et non seulement il va fournir des renseignements, mais il va fournir tous les plans de tous les forts de l'Acadie, ce qui va permettre aux Anglais, quand ils vont attaquer l'Acadie, de les faire tomber les uns après les autres. Donc Thomas Pichon, c'est lui qui livre l'Acadie, en grande partie, aux Anglais, lors de la guerre. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est la suite de sa vie, parce que finalement, alors les Anglais font mine de l'arrêter,
publiquement, pour évidemment le dédouaner, ce qui fait qu'il échappe au radar de l'époque. Dans aucun document on le considère comme un traître. Finalement, on le retrouve à Londres en 1755, où il a une pension de 200 livres qui lui est versée. Mais ce qui est intéressant, c'est que vers la fin de sa vie, il a des regrets. Il a des regrets et il va venir habiter à Jersey pour se rapprocher le plus près possible des côtes françaises. Alors, pourquoi Jersey et pas sur les côtes françaises? Parce que probablement, il aurait peur d'être arrêté ou aussi peur de perdre sa pension anglaise. Jersey, il continue à la percevoir, quoi. Et il va léguer, ça c'est une petite anecdote rigolote, mais si vous allez dans la ville de Vire, en Normandie, il y a un fonds ancien assez extraordinaire dans la bibliothèque de la ville de Vire. Et le fonds ancien, il y a 3000 livres qui ont été donnés par Thomas Pichon. Donc tout le fonds ancien, le fonds patrimonial de la bibliothèque de Vire, c'est lui qui a légué à sa mort. Donc on sent quand même quelques regrets. Alors, la question qu'on peut se poser un peu en finale, c'est est-ce que c'est utile tout ça? Finalement, est-ce que ça change les choses, l'espionnage militaire? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une utilisation quotidienne. On l'a vu, c'est une utilisation banale. C'est très banal, l'espionnage. Et pourtant, rarement c'est décisif. Pourquoi? Parce qu'on se méfie des espions. Vous l'aurez compris, on se méfie d'eux, on se méfie des informations qu'ils donnent. On essaye de les recouper une fois, deux fois, trois fois. On se méfie des informations, on se méfie des acteurs qui les collectent, des acteurs qui les transmettent. Et du coup, les décideurs sont timides. Quand ils reçoivent les informations, ils ne savent pas s'ils doivent les suivre. Ils ne savent pas s'ils doivent prendre des initiatives qui pourraient être désastreuses en cas de tromperie. On est aussi dans un siècle d'affirmation de la raison. Or, le renseignement échappe à la science. Il indique des probabilités, il indique des conjectures, il indique trop peu de certitudes. Dans le champ militaire, on a une variabilité entre le réel et le supposé. Et c'est très anxiogène, d'autant plus qu'une erreur d'appréciation a des suites dramatiques. Et du coup, ces missions secrètes, forcément, en plus, elles-mêmes connaissent des réussites inégales. Les armées d'Ancien Régime, elles contrôlent mal les questions de logistique, les questions de communication. C'est ce que Jean Meyer, un très grand historien moderniste, appelait la viscosité du temps et de l'espace. C'est ça, on est face à un temps visqueux, un espace visqueux. Les dépendances saisonnières, le mauvais temps, par exemple, qui peut freiner l'utilité d'une nouvelle. Les obligations logistiques, l'approvisionnement des hommes et des animaux, ça freine l'utilité immédiate d'une nouvelle. Je vous donne juste un indice qu'on a rarement en tête. Mais prenez une bataille dans les Pays-Bas autrichiens. Les Pays-Bas autrichiens, c'est l'actuelle Belgique. Dans les Pays-Bas autrichiens, vous avez une bataille qui a lieu. Ça va prendre entre 3 jours et 1 semaine pour que l'information arrive à Versailles. Donc vous comprenez bien que le temps de réaction fait qu'une information est très vite obsolète. Et donc finalement, les informations sont rarement transmises à temps. L'efficacité augmente lorsque la distance est la plus courte entre le commanditaire et l'agent. C'est ce que l'on appelle dans le champ militaire l'échelle tactique. C'est là où c'est le plus efficace. Le paysan que l'officier envoie de l'autre côté de la colline pour savoir où est l'ennemi, ça donne une information beaucoup plus intéressante et beaucoup plus pertinente que la mission secrète qu'on va envoyer en Pologne. Le renseignement change aussi rarement le cours d'une bataille. Parce qu'une bataille, ça dépend de trop nombreux facteurs pour qu'une information militaire transmise au préalable puisse y jouer un rôle décisif. Prenons par exemple la bataille des plaines d'Abraham, 1759, celle qui entraîne la chute de Québec. La bataille des plaines d'Abraham, elle se joue par une information secrète. Cette information secrète, elle apparaît sur cette gravure. Elle est là. C'est ce chemin-là. Vous voyez, Québec est en position fortifiée. Ici, vous avez des canons, ils n'apparaissent pas sur l'image, mais il y a des canons. Ici, la structure est une structure de falaise, très difficile à escalader. Et donc, pour une armée, c'est impossible d'aller de front face aux canons, c'est impossible d'escalader à proprement parler la falaise. Donc, Québec dispose d'une situation défensive extraordinaire face aux Anglais qui se trouvent en face. Et donc, les Anglais ne savent pas comment attaquer frontalement Québec. Et le commandant anglais, James Wolfe, n'a pas d'espions. Pourquoi il a très peu d'espions? Pourquoi? Parce que les habitants de Nouvelle-France, par nationalisme, entre guillemets, refusent de servir d'espions aux Anglais. Donc les Anglais n'ont pas d'informateurs, très peu d'informateurs et souvent des informations de mauvaise qualité. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va faire du renseignement lui-même. Il se met dans une chaloupe et il remonte le Saint-Laurent, ici, et en remontant le Saint-Laurent, il découvre ici qu'il y a un petit passage qui s'appelle l'Anse-au-Foulon. Et que ce petit passage, c'est vraiment un chemin, ce qu'on appelle un chemin de chèvre. C'est vraiment un chemin très escarpé, très difficile d'accès, mais qui permet de contourner justement la falaise là et d'arriver ici.
juste devant les murs de Québec. Donc c'est lui qui l'observe. Il a une information. Et donc, il amène son armée débarque nuitamment à Lançon-Foulon, sauf que ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est qu'il y a des soldats français qui gardent Lançon-Foulon. Et que notamment, ils attendent un mot de passe. Et les Anglais tentent, ça il ne le sait pas, James Wolfe, il ne l'a pas eu dans cette information. Et là, il faut un coup de chance des Anglais qui se disent, bon allez, dans une des chaloupes, il y a un officier qui parle français, qui tente le mot France. Et ça passe. Et c'est comme ça qu'il réussit à passer. Mais vous voyez, c'est un coup de chance. Cette information, il ne l'avait pas. Et donc ensuite, il débarque à Lançon-Foulon, il se retrouve sur les plaines d'Abraham, et la bataille n'est toujours pas jouée. La bataille n'est toujours pas jouée. Il faut que le marquis de Montcalm, qui commande les troupes françaises, décide de faire une sortie pour empêcher les Anglais d'être suffisamment renforcés sur les plaines d'Abraham, que cette sortie soit désastreuse et entraîne la défaite, pour que la bataille se joue. Mais vous voyez que l'information initiale, finalement, c'est un des facteurs parmi d'autres. Donc l'action secrète n'entraîne pas de bouleversement majeur. Au contraire, c'est une pratique tout à fait ordinaire, souvent infructueuse d'ailleurs, des armées. Et loin d'incarner une image romanesque, on est loin de James Bond, l'espion joue un rôle dangereux et somme toute habituel, quoi. Il est une arme d'une efficacité inégale, parfois utilisée en interne, quand les informations qu'il peut découvrir servent les intérêts d'une partie dans un conflit de pouvoir. Et les rapports très personnels qui unissent l'espion à son commanditaire empêchent toute structuration en service. Parce que vous l'aurez compris, c'est un atout. Et chacun veut garder son réseau, chacun veut garder ses espions. Et dernier élément qu'on peut dire, cette nécessité d'acquérir un renseignement fiable, ça va militariser la population, la société. Ça va militariser les civils. Chaque personne est susceptible de devenir un auxiliaire de renseignement. Et ça, c'est intéressant parce qu'on commence à voir, à partir du XVIIIe siècle, cette militarisation des civils dans les zones de conflit. Et donc, on a, vous l'aurez compris, avec l'espion, un acteur discret du renseignement, une figure méconnue de la période. Et c'est un paradoxe assez étonnant, d'ailleurs, tant son rôle est quotidien auprès des armées de l'Ancien Régime. Il est à la marge de la société civile, à la marge du militaire. Il navigue entre ces deux univers. Il est parfois contraint d'espionner, parfois appâté par un gain potentiel, par le goût de l'aventure ou par la reconnaissance sociale. Il prend toujours des risques, plus ou moins calculés, pour satisfaire un commanditaire auquel il importe une information qui peut être utile, mais qui est souvent incomplète ou inexacte. Et c'est là toute l'ambiguïté d'une activité nécessaire mais marginale, autant méprisée que peu gratifiante, très loin des codes d'honneur de l'époque, qui se cache par nécessité et qui est pratiquée par des gens qu'on ne sait même pas nommer. Les espions sont toujours ceux des autres. Nous, on a des agents. Et j'aimerais conclure en laissant la parole à Frédéric II, qui s'intéressait beaucoup aux questions militaires et à ces questions de l'espionnage, et qui a résumé un peu, je pense, la situation ainsi. Il disait dans ses instructions aux officiers, « Si on savait toujours d'avance les desseins de l'ennemi, on ne manquerait jamais de lui être supérieur avec une armée inférieure. » Alors cette partie-là est souvent celle qu'on retient, et on retient rarement la suite de la phrase. Tous les généraux qui commandent des armées tâchent de se procurer cet avantage, mais il n'y en a guère qui y réussissent. Je vous remercie.